Bonjour et bienvenue dans Mandarin TV Débat. Le 12 octobre 2022, deux chaînes de télévision publique françaises, France 24 et Public Sénat, m'ont invité à débattre d'un certain nombre de questions concernant les relations entre l'Union européenne et la Chine, avec la députée européenne Marie-Pierre Védrenne. Et ce, dans le hall du Parlement européen, à Bruxelles, en Belgique. J'ai été interviewée en tant que rédactrice en chef du service français de Mandarin TV. Autrement dit, je représentais Mandarin TV. Ce débat a été diffusé sur France 24 10 jours plus tard, le 22 octobre, date de clôture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Aujourd'hui, Mandarin TV diffuse l'intégralité de ce débat. Regardez d'abord la première question posée par France 24 et Public Sénat. Est-ce que la Chine est devenue un adversaire de l'Union européenne ? France 24 et Public Sénat présentent Bienvenue au Parlement européen pour un dialogue, un débat sino-européen. La crise Covid a mis un peu plus en exergue notre dépendance économique et industrielle vis-à-vis de la Chine, avec une pénurie de matériels médicaux et de médicaments. Et notre dépendance face à la Chine, aux géants chinois, ne faiblit pas avec la crise d'approvisionnement des semi-conducteurs. Notre déficit commercial s'est encore creusé cette dernière année pour atteindre 92 milliards d'euros, à la faveur donc de Pékin. Oui, alors Xi Jinping vient de célébrer les 10 ans de son accession à la tête du Parti communiste chinois, mais il fait de moins en moins figure de partenaire fiable et stable pour les Européens. L'attitude de la Chine est plus qu'ambiguë dans la guerre en Ukraine, dont elle espère peut-être tirer des bénéfices par un lien privilégié avec la Russie. Et puis les relations se tendent aussi avec les 27, désormais qui veulent retrouver une souveraineté économique et stratégique, alors que Pékin a cherché en quelque sorte à les diviser en leur proposant des liens économiques particuliers à travers le projet Route de la Soie. Alors nous en débattons sur ce plateau avec deux invités, deux femmes. Une journaliste chinoise, bonjour, Camille Chen, rédactrice en chef du service français de Mandarin TV, et Marie-Pierre Védrenne, bonjour, eurodéputée française Renew et vice-présidente de la Commission du commerce international. Marie-Pierre Védrenne, en 2022, est-ce qu'on peut dire que l'UE s'éveille enfin de partenaire à concurrent? La Chine est devenue un adversaire? Je dirais que l'Union européenne, elle s'est déjà réveillée en fait dès 2019 vis-à-vis de la Chine. Là, 2019. Parce qu'en fait, en 2019, la Commission européenne, avec les institutions européennes, ont adopté un petit peu leur vision vis-à-vis de la Chine. Un partenaire, parce qu'on a besoin de la Chine pour relever le défi du changement climatique, un concurrent économique, et on y reviendra, et vous l'avez exposé rien qu'avec la balance commerciale, et puis un rival systémique. Donc le constat, il était déjà là. Mais le choc du Covid, la guerre en Ukraine renforce ce constat que nous avions fait, puis on voit aussi un renforcement de certains comportements de la Chine qui passe de seulement concurrence déloyale à l'utilisation aussi de la coercition économique. Donc le constat est là. Maintenant, c'est comment les leviers, les instruments, les décisions qu'on prend répondent à ces objectifs. En même temps, j'ai envie de dire, du côté chinois, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Vous continuez à avoir des très bons chiffres d'exportation en direction du marché. On le disait, le déficit commercial s'est creusé évidemment à notre défaveur. Et ce, malgré la fermeture de vos frontières depuis 2 ans pour cause de Covid. Fermeture que les Européens jugent d'ailleurs un petit peu excessive, non ? Oui, effectivement, du point de vue européen, la fermeture des frontières chinoises est excessive. Cela étant, je pense que la fermeture des frontières, et d'ailleurs les frontières commencent à s'ouvrir, ça correspond à la nécessité du gouvernement chinois de protéger sa population contre le Covid-19 qui ne cesse de ressurgir. En fait, c'est pour des raisons tout à fait sanitaires. Cela étant, je pense que quand on parle du déficit commercial, il ne faut pas avoir, je veux dire, une prisme euro-européenne. Il faudrait aussi la replacer dans un contexte d'échange commercial beaucoup plus global. Si la Chine a un excédent commercial avec l'Union européenne, elle a
contracter, on va dire, des déficits commerciaux avec ses autres partenaires. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce déficit commercial? Je pense que c'est parce que si les Européens achètent beaucoup plus de marchandises de la Chine, c'est parce qu'il y a un besoin. La deuxième question porte sur les métaux rares, question très importante pour les Européens. Regardez. Il y a un besoin vital, en particulier sur les métaux rares et stratégiques, comme le lithium ou les terres rares, des matériaux nécessaires et indispensables, notamment pour écrire un monde bas carbone. Ursula von der Leyen va en faire une priorité pour les 27. Enfin, Marie-Pierre Védrenne, il y a eu urgence. Depuis longtemps, on dit que l'Union européenne doit être capable de décider par elle-même quand, avec qui, comment elle veut établir des relations commerciales. Nous, l'enjeu, c'est pas de dire qu'on veut pas de relation avec la Chine, parce que comme je l'ai dit, la Chine doit être engagée, notamment sur la question du changement climatique. Donc on doit avoir un agenda positif avec la Chine. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a des problématiques dans l'ordre politique, sur la question des Ouïghours, sur la question de Hong Kong, et puis on a cette dépendance véritablement économique sur certaines matières premières. Donc c'est sur vrai les métaux rares, c'est stratégique. C'est stratégique. Là, on voit notre dépendance vis-à-vis de la situation avec l'Ukraine et la Russie. On a une dépendance sur le gaz, sur l'énergie et sur d'autres matières premières. Sur la Chine, c'est effectivement les métaux rares. Et le lithium en particulier. Et le lithium en particulier. Et toute la logique qu'on prend pour le Green Deal, si on prend les voitures électriques aussi, on a besoin, même pour nos téléphones, de ces enjeux. Donc, l'objectif, c'est de dire... on doit agir sur plusieurs leviers. On doit, nous, refaire une production européenne. Donc là, c'est notre production industrielle, c'est le rôle de Thierry Breton. Et puis, on doit sortir de cette dépendance. Donc, ce n'est pas la volonté de dire stop à toute relation avec qui que ce soit. Mais c'est des relations qui soient équitables, qui soient basées sur une concurrence loyale, mais qui surtout aussi respectent des fondamentaux qui sont aussi les questions des valeurs des droits de l'homme. On parlait de ces fameux métaux lourds, du lithium. 70% de la production mondiale, c'est ce que vous représentez. 70% aujourd'hui, c'est évidemment énorme. On le disait, ce sont effectivement des matériaux absolument indispensables à la fabrication d'un certain nombre de choses, et notamment la transition écologique même. Est-ce que vous faites marcher en quelque sorte ce qu'on appelle la diplomatie minérale, c'est-à-dire la diplomatie des métaux? Est-ce que c'est une accusation ou c'est un constat? Quand vous dites que la Chine, on va dire, fait de la diplomatie en la matière, moi je dirais que c'est pousser le bouchon un peu trop loin. C'est voir les choses sous un angle beaucoup trop négatif. Alors, en ce qui concerne les métaux rares, moi je les ai étudiés de façon approfondie. C'était il y a à peu près 10 ans. À l'époque, la Chine, c'était le premier producteur mondial, ça reste toujours le premier producteur mondial de métaux rares. À l'époque, la production chinoise représentait aux alentours de 90% donc de la production mondiale. Déjà à l'époque, l'Union européenne voulait que les Chinois exportent davantage. Du point de vue européen, votre position est défendable parce que vous avez besoin de métaux rares pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée, pour les besoins de la défense nationale, n'est-ce pas? Parce que les métaux rares sont indispensables. Mais il faudrait aussi, je pense, se placer, si vous le pouvez, du point de vue des Chinois. Et pourquoi la Chine a décidé, il y a 10 ans déjà, de restreindre l'exportation de ces métaux rares pour 2 raisons fondamentales. Vous parliez tout à l'heure du respect de la production de l'environnement. Il faut savoir que la production de métaux rares est extrêmement dangereuse pour l'environnement. Extrêmement polluante et très nocive pour la santé. Et c'est la raison pour laquelle, quand la Chine, on va dire, quand elle a franchi les premiers pas dans la phase d'industrialisation, parce qu'avant, c'était quand même l'usine du monde. Aujourd'hui, la Chine a fait un grand pas en avant pour être capable de produire des produits à haute valeur ajoutée. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, à l'époque où l'Europe avait un urgent besoin de matières premières. Mais déjà, elle a pris conscience de la nécessité de se protéger. La Chine, c'est quand même pas la poubelle du monde, n'est-ce pas? Et surtout, en fait, la production de terres rares, ça nécessite plusieurs années de travail. De l'extraction à la production. Donc la Chine aussi, c'était en pleine phase d'industrialisation. Je termine là-dessus. Elle avait besoin aussi de garder ces métaux rares
pour ses propres besoins. Donc, je pense que si vous essayez de comprendre cette position, vous comprendrez aussi l'attitude de la Chine. Donc, pour moi, faire de la question des métaux rares une diplomatie, pour moi, c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. En fait, pour moi, la question, effectivement, c'est valable sur les métaux rares et c'est valable sur d'autres matières premières et d'autres enjeux. C'est pas, la Chine a sa propre politique, sa propre stratégie. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses très, très, très contestables. Et puis, l'Union européenne doit défendre ses fondamentaux et retrouver sa souveraineté. Chacun défend ses intérêts, etc. Je comprends parfaitement. Mais la difficulté, moi, ce qui me gêne, c'est que si je prends des exemples aussi, par exemple, de volonté de la Lituanie qui veut se rapprocher de Taïwan, c'est comment la Chine, derrière, va utiliser la coercition économique. Et là, ce n'est même pas des conditions de concurrence loyale. C'est utiliser une décision politique souveraine d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Union européenne pour contraindre des choix souverains d'un État membre de l'Union européenne. Il est là le problème. Et là, c'est vrai que l'Union européenne était quand même démunie en la matière. Donc on vient d'adopter un nouvel instrument dans notre commission. On va rentrer en débat avec les institutions européennes. Parce qu'on voit aussi, et ça rejoint votre première question sur l'Europe, la fin de la naïveté, la concrétisation. Le constat est bon, mais on n'a pas les leviers qui nous permettent de rétablir une relation équitable avec la Chine et de répondre aux enjeux. Moi, je ne suis pas, et c'est là où je pense que je ne suis pas contre la Chine. Ce n'est pas ça mon enjeu. Je suis députée européenne, vous l'avez dit, je suis française, je défends les intérêts français et européens. Et on sait qu'on doit avoir, comme je le disais, un agenda positif avec la Chine sur des questions fondamentales, sur les questions environnementales, sur les questions des respects des droits de l'homme. Donc on doit travailler en commun. Mais on le voit bien que la question juste de dire à la Chine il faut bouger sur tel sujet, il faut avancer sur la question des Ouïghours, il n'y a pas de changement. D'où la nécessité interne à l'Union européenne de faire son travail et se doter de ses instruments. La troisième question porte sur ce que la journaliste de France 24 appelle l'ambiguïté diplomatique de la Chine à l'égard de Poutine. Une question de géopolitique, Madame Chen a manié, la Chine a manié l'ambiguïté à l'égard d'un dictateur expansionniste qui remet en cause le droit international comme Vladimir Poutine. Ça ne va pas rassurer ni les investisseurs, ni les pays européens. Là, l'ambiguïté, est-ce qu'il faut la lever, la Chine, par rapport à la Russie ? Quelle ambiguïté alors ? Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus clair ? Parce que pour moi, l'ambiguïté, quand vous utilisez le terme ambiguïté, à mon avis, cela relève du fait que peut-être que ici en Europe, on ne parle pas assez de la politique étrangère de la Chine. Et si je peux me permettre d'en dire plus, puisque je ne suis pas... Sur le chapitre ukrainien, est-ce que la Chine soutient l'Ukraine ou est-ce qu'elle soutient la Russie ? C'est ça la question. Justement, alors là, c'est la deuxième question à laquelle je vais vous répondre. Et je réponds d'abord à la question de Madame. Alors, l'ambiguïté. Alors, je ne pense pas que ce soit ambigu pour la Chine. Pourquoi ? Parce que dès le départ, la Chine a toujours clarifié sa position sur la question du conflit militaire russo-ukrainien. Parce qu'il faudrait comprendre d'abord la politique étrangère de la Chine pour comprendre, on va dire, son attitude. La Chine a toujours dit, dès le début, je me souviens très très bien, parce qu'en tant que journaliste franco-chinoise, je suis de près à la fois l'actualité française et aussi l'actualité chinoise. Alors, je vois que la politique étrangère de la Chine n'a jamais varié depuis sa fondation en 1949. En fait, il y a plusieurs points importants à retenir. Premier point, sa position, ça a toujours consisté à dire il faut respecter, il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. Deuxièmement, la Chine a toujours prôné la coexistence pacifique. Et troisièmement, ça c'est le point le plus important, la Chine a toujours dit, si vous avez fait attention à cette actualité, c'est qu'il faut résoudre le problème du conflit russo-ukrainien par voie pacifique, par voie de dialogue et de négociation. Il n'y a pas eu d'ambiguïté en la matière. Votre attitude ressemble un peu à celle de journalistes américains et du gouvernement américain. On va dire
globalement de la position de l'OTAN, qui consiste à dire, voilà, donc sur la question du conflit russo-ukrainien, il faut choisir votre camp. Je regrette, la Chine, c'est un pays souverain, et en tant que pays souverain, elle n'a pas à se laisser dicter sa position. Voilà, d'autant plus qu'elle a déjà clarifié sa position. On ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'un pays. Ça pose peut-être un problème, c'est est-ce que finalement la Chine, elle est en train de faire affaire avec Vladimir Poutine pour ce qui est de la vente de son gaz et de l'exportation de son pétrole, qu'elle nous revendrait d'ailleurs, qu'elle achèterait moins cher et qu'elle nous revendrait plus cher, et donc contourner en quelque sorte les sanctions européennes? Ça, c'est une vraie question pour nous. À quel jeu joue la Chine sur la question ukrainienne? Moi, j'entends ce que vous dites, madame, mais évidemment, je ne partage pas votre analyse. J'entends ce que vous dites sur la souveraineté de la Chine, pas d'ingérence. Et quand vous nous dites les questions qui sont posées par les journalistes sont des questions des journalistes américains, non, c'est des questions que légitimement... Ça ressemble un peu. Oui, mais c'est des questions que légitimement, en tant qu'Européens, nous avons le droit de vous adresser. Je ne dis pas que ce soit illégitime, pas du tout. J'ai dit, j'entends ça. On a le retour d'une guerre sur le territoire. On voit bien que Vladimir Poutine, rappelons-le, a violé le droit international. Nous, l'Union européenne, ce qu'on demande et ce qu'on promeut, c'est le respect des règles du droit international. Et on le voit que malheureusement, sur cette question, que ça soit sur de la diplomatie, la politique étrangère, ou que ça soit sur des questions économiques, la Chine, malheureusement, ne respecte pas les règles du jeu. On a un cadre multilatéral qui, en plus, subit quand même des difficultés. On veut une Chine engagée qui respecte les règles sur l'ensemble des questions. C'est pas, je vous l'ai redit, notre logique, c'est effectivement, c'est un partenaire stratégique avec lequel nous devons avoir un agenda positif. C'est un concurrent, ça c'est l'Union européenne qui doit faire son propre travail sur sa politique commerciale, sortir de sa dépendance, travailler sur la diversification. C'est nous, Européens, qui devons agir. La quatrième question porte sur le traitement des Ouïghours. Regardez. Et d'ailleurs, Bruxelles a pour ambition de bannir les produits importés du travail forcé dans le viseur de la Commission européenne. Les droits de l'homme bafoués des Ouïghours, et là, ce n'est pas de l'ingérence vis-à-vis de la Chine? Non, c'est la protection de notre marché intérieur. La politique commerciale aussi, sur tous ces enjeux, c'est nos politiques intérieures qu'on projette. On a un marché intérieur sur lequel nous avons quand même la légitimité, le droit, parce que nous devons assurer aussi la protection des citoyens européens, de dire que des produits issus du travail forcé, c'est valable pour la Chine, mais c'est valable pour tout autre État, n'ont pas à rentrer sur notre marché. Mais enfin, la Chine, elle se sent visée par cette question ouïghour quand même, c'est vrai. Oui, effectivement. Je pense que, en Europe, en Occident, on parle beaucoup de la question des Ouïghours. Mais je pense que la question des Ouïghours, si je peux vous donner mon point de vue, c'est une question qui a été montée de toutes pièces. C'est une question qui a été fabriquée. Alors, je préfère vous le dire. Oui, je regrette, madame, je préfère vous le dire avec... C'est votre opinion, mais il y a quand même c'est mon opinion. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'études qui démontrent quand même la réalité des faits. Oui, moi, vous avez vos études, mais j'ai aussi mes études. On a quand même une question récurrente aussi avec les démocrates hongkongais. On a quand même la question de Taïwan. Voilà, mais l'Union européenne doit conclusion. Continuer à avancer sur ces enjeux. L'Union européenne a cette volonté de devenir souveraine, de décider avec qui, quand, comment elle veut commercialiser. Nous devons travailler avec tout le monde, c'est capital, mais il faut aussi être très clair, nous avons nos valeurs et nous devons les défendre. Tout le monde. Et ce seront les mots de la fin. Merci, mesdames, merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Vous avez bien résumé, vous voulez travailler avec tout le monde et chacune à ses conditions. Merci à vous, à très bientôt sur nos antennes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.